J'ai enfin récupéré le dieu des souhaits. Faites que cet épisode soit bien. Wishworld est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le docteur, John Smith, vit une vie de rêve avec sa femme Belinda et leur fille Poppy. On démarre cet épisode avec une esthétique extrêmement léchée, tout est très précis, tout est absolument parfait, rien ne va mal dans cette vie. Regardez, les femmes sont à la cuisine, les hommes travaillent, et tout le monde est en harmonie à partir du moment où on accepte de croire le message officiel. Franchement, c'est parfait, quelle belle vie! J'ai adoré l'esthétique de ce début d'épisode qui est tellement lisse et parfaite que c'en est ultra anxiogène. Puis alors en plus le fait qu'on démarre avec le docteur qui tape un petit kissou à Belinda et leur fille qui débarque, mais j'étais vraiment genre je ne veux pas voir ça. Je n'ai pas envie de voir ça. Du coup, c'est super efficace parce que l'épisode d'entrée de jeu nous met giga mal en étant juste super souriant et puis tout est très beau. Personnellement, j'adore les mondes qui sont parfaits, tout ça, et on se rend compte très très vite que non, c'est tout l'inverse. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en fiction, c'est un trope qui me plaît. Donc, forcément, de le voir dans cet épisode, de voir à nouveau le docteur confronté à la réalité, même si là c'est pas vraiment la réalité, essayer de vivre une vie à peu près normale et qui du coup est complètement dissonante avec ce qu'on connaît du docteur. J'ai beaucoup aimé tout ce début de l'épisode, selon moi, toute cette partie-là, parce que c'est génial déjà de retrouver tous les personnages qu'on a suivis au cours des 2 dernières saisons dans cet épisode, dans cette espèce de monde qui n'est pas vraiment le monde, et de voir comment leur personnalité s'est adaptée à cet autre monde et comment leurs histoires personnelles se sont adaptées à cet autre monde. On savait déjà que les 2 saisons elles étaient écrites conjointement, mais donc là c'est chouette parce qu'on a vraiment la preuve que c'est une espèce de conclusion de l'arc qui chevauche un peu ces 2 saisons. Alors je reprocherais peut-être le fait que je trouve un peu dommage que ces personnages servent pas forcément à grand chose en réalité dans l'épisode, parce que même Ruby et Shirley, qui sont les personnages qui ont la storyline la plus importante si on enlève le docteur et Belinda, eh bien je trouve que malheureusement leur storyline elle mène pas à grand chose. Alors je me dis que peut-être que dans le 2e épisode ça va avoir un sens, le fait qu'elles se soient retrouvées ensemble et qu'en plus c'était elle qui était en train d'instiller le doute. Ça je pense que j'arriverai plus facilement à me faire mon avis dans le prochain épisode, parce que justement en plus comment vont réagir les différents personnages de Unit ou Mel au fait qu'en fait ils se sont retrouvés dans cette espèce de fausse réalité. Je suis plutôt curieuse pour la suite à ce niveau-là. Mais en vrai, on sait même pas en fait ce qui va leur arriver. Est-ce qu'on va les revoir, les personnages? Est-ce qu'ils sont pas tout simplement morts? Et s'imagine juste tout le monde est mort. Voilà. De manière générale, l'ambiance de l'épisode, elle est plutôt sympa, et pour une fois comparé à l'épisode précédent surtout, j'ai trouvé les musiques très cool. J'aime beaucoup le thème de la Rani, j'ai aussi beaucoup apprécié la musique au moment où on voit le dieu bébé tenu par Conrad. J'ai trouvé que pour le coup elle marchait beaucoup mieux. C'est vrai que de manière générale, j'ai plutôt été prise dans cette ambiance, dans cette esthétique, j'ai trouvé ça plaisant. Justement, en plus le contraste entre à la fois cette vie très lisse, puis la vie beaucoup plus proche de de notre réalité, des gens qui vivent dans le doute et tout ça. À côté, on a aussi tout le monde des Rani dans ce palais d'os. On a comme ça des différents styles qui vont aller s'imbriquer les uns avec les autres, qui marchent plutôt bien. Après, il y a quand même un petit moment où je trouve ça dommage, c'est quand y a Ruby qui est en train de parler de sa famille qui l'a rejetée, et en fait sa famille c'est exactement l'esthétique habituelle du monde réel de la famille Sunday. Je trouve ça dommage. Ça aurait été trop cool justement d'adapter leur appartement et leur look de la même manière que Mel, le docteur, Belinda ont été adaptés. Elles auraient dû avoir un mari. En fait, même l'histoire globale est pas logique dans ce monde où du coup c'est que des enfants adoptés et tout ça en fait. C'est que des enfants adoptés? Oui, elle s'occupe d'enfants adoptés, la mère de... Ah oui, mais là, c'est ce qu'elle dit, c'est que si jamais il y a des doutes, on va plus lui confier d'enfants à adopter. Ouais, voilà, mais pourquoi il y a encore des enfants à adopter, tu vois, dans un monde parfait Parce que Conrad n'y a pas pensé. Un enfant, tu vois. Conrad n'a pas pensé à leur situation. C'est le fameux truc de Conrad, il a pas pensé à tout, mais... Du coup, ça devient logique que le monde... Enfin, qu'elles vivent comme dans l'autre monde, vu que Conrad n'y a pas pensé, tu vois. Ouais, mais de manière générale, je trouve qu'il y a des petits soucis dans ce monde par rapport à ça aussi. On a tout le truc de... oui, c'est parce que Conrad, il pense pas à nous. Donc du coup, en gros, nous, ça nous laisse dans cet état-là parce qu'il sait même pas qu'on existe. En soi, en fait, je trouve que, pourquoi pas, c'est intéressant le message que ça passe, mais ça colle pas à un personnage comme Conrad, qui est un mascu conspirationniste, qui donc doit passer la majorité de son temps à penser au fait que les handicapés ils prennent les charges sociales, et les personnes queer, elles ont rien à faire dans notre monde, et on veut pas des migrants et compagnie. Même dans le Lucky Day, en fait, il va justement attaquer Shirley là-dessus, donc c'est pas logique qu'il pense
jamais à eux. Ils devraient justement pourrir leur monde, en fait. Pour leur vouloir du mal, en fait. Moi, je trouve globalement que Conrad est pas le même que celui de Lucky Day, tu vois. Enfin, dans Lucky Day, c'était un conspirationniste, alors que là, c'est devenu vraiment le mec qui dit « Ah, les femmes à la cuisine et tout ça », alors que j'avais pas l'impression... Il me donnait pas cette impression, en tout cas, dans Lucky Day. Il était plus mesuré, on va dire. Mais t'avais déjà ces prémices-là, parce que t'avais déjà tout le côté « Ouais, moi, je veux être fort comme le docteur pour te protéger ». Il avait déjà quand même des côtés comme ça, assez patriarcaux, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus appuyé dans Lucky Day, je pense, pour mener à ça sur le final. Mais c'était déjà un petit peu instillé. Il a vraiment ce côté « C'était mieux avant ». Ouais. Là où je trouve que dans Lucky Day, il avait pas trop ce côté « C'était mieux avant » en fait. Ouais, ça aurait pu être plus poussé. Après, je pense que c'est juste aussi le déroulement logique, mais il manque un maillon, en fait, pour pousser là-dedans, parce que du coup, c'est un peu trop facile de pousser là-dedans, mais c'est quand même le déroulement logique où tu pars justement de trucs assez patriarcaux, et puis petit à petit, tu vas gravir les échelons au fil de ta radicalisation sur Internet, et tu vas en arriver à vénérer les tradwives et à dire que y a que les hommes qui devraient travailler, et enfin, tu vois, ce genre de logique. Mais le truc, c'est que c'est vrai que là, c'est un peu brutal, quoi. Parce qu'en soi, je trouve que c'est super intéressant, justement, ce truc de Conrad qui imagine un peu son monde parfait. Et c'est quoi son monde parfait ? C'est un monde où tous les gens qui le méritent, selon lui, vivent bien, en fait. Et que les femmes, elles discutent pas ce qu'on dit, elles sont à la maison et elles nous font des bons petits plats. Et puis les hommes, ils vont aller gagner ça. Et puis une femme qui est pas mariée, qui a pas d'enfant quand même, il y a un problème avec ça. Parce que genre Mel qui accepte le fait que j'ai pas de famille et tout ça, donc je dois juste passer le restant de ma vie à me contenter du fait que je suis une personne misérable, quoi. Enfin, c'est intéressant, en fait, je trouve, comme réflexion. Et puis, que son monde parfait, il est sexiste, il est homophobe, les handicapés, non, on veut pas en entendre parler. Et le fait que, ce monde parfait, que justement, il a réclamé au docteur en disant « Moi, je réfute votre réalité », ça y est, il a sa propre réalité. Et, c'est une réalité qui est ébranlée par le doute. Parce que quand tu as un mode de pensée comme ça, tu peux pas te permettre de laisser le doute, les sources, les choses réalistes venir s'imbriquer dedans, parce que forcément ça va étioler ta vision du monde, en fait. À la rigueur, on pourrait dire que c'est un peu à la truelle, hein, parce que c'est ça y va de façon assez franco, mais en fait je pense que c'était aussi un peu fait dans le sens où c'est pas tout le propos de l'épisode, donc il fallait un petit peu c'est quand même un propos assez envahissant. Mais donc il fallait le résoudre en prenant pas trop de temps, parce qu'il y avait à côté tout le truc du plan de la Rani qu'il fallait venir résoudre et tout ça. J'imagine que c'est pour ça qu'ils sont allés assez vite là-dessus. Puis en plus ça me dérange pas trop, en fait, que ce soit à la truelle, parce que les gens, il y a que comme ça qu'ils comprennent les messages. Parce qu'à chaque fois qu'on dit « Ah ouais, regardez, ça parle de tel truc », et les gens ils disent « Bah non, parce que ça a pas été dit clairement, quoi, en gros ». Alors que là, ok, c'est un peu à la truelle, mais au moins, ça dit clairement, les espèces de fachos comme Conrad, tout ce qu'ils veulent, c'est la disparition des gens qui ne sont pas comme eux, et remettre les femmes à la cuisine. Conrad est de droite. Conrad est d'extrême droite. Et en fait, c'est un peu dommage, parce que je trouve que c'est le plus intéressant de l'épisode, j'aurais aimé qu'il parle que de ça. Bon, ça aurait pas été forcément grandiloquent pour la suite du final, mais c'est vraiment ce que j'ai préféré. En vrai, un épisode qui aurait pas été un final, mais qui aurait parlé de ça, et qui aurait eu que ça, je pense que ça aurait gagné un peu en puissance, en fait. On aurait pu mieux expliquer les principes et tout ça. Là, en final, c'est une partie d'épisode... Mais ouais, jusqu'à l'arrestation du docteur, j'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai adoré la manière dont le couple Docteur-Belinda est écrit, justement parce que c'est complètement l'opposé de leur personnalité réelle, et ça rend le tout super cruel. Par contre, j'ai une petite frustration vis-à-vis de Belinda, c'est qu'en fait, Belinda, il y a quand même de très fortes chances que le prochain épisode soit son dernier épisode, et ça me saoule, parce qu'elle est trop bien, Belinda, et j'ai l'impression de pas l'avoir vue cette saison, parce qu'on a eu un épisode centré sur Ruby, celui-ci parle aussi beaucoup plus de Ruby que de Belinda, finalement, et il y a eu déjà les épisodes précédents, Belinda, on la voit un peu en parallèle, enfin, Story and the Engine, elle est quasiment pas là, Interstellar Song Contest, elle est séparée du docteur, donc on n'a pas vraiment d'interaction entre eux. Je suis frustrée, parce que j'ai l'impression, en fait, d'avoir eu que 3 vrais épisodes autour de Belinda, quoi, et... ça m'embête, parce qu'elle est trop cool. Ah, il y a un truc que j'ai oublié sur Conrad, que je trouve très intéressant. En fait, on avait l'impression que Conrad venait d'être libéré par Madame Flood et tout ça. Et ça donnait aussi l'impression qu'on allait avoir une espèce de faux pied d'égalité, mais genre la Rani qui dit « Ouais, on travaille en équipe et tout ». Mais en fait, c'est pas tellement du travail en équipe, il est complètement exploité, Conrad. Déjà, il est enfermé
dans une salle, il est toujours autant enfermé qu'avant, c'est juste que là, il est en train de créer sa réalité, mais en plus, visiblement, il est content que sa réalité se produise, mais ça le draine complètement. Il a plus d'énergie, il passe tout là-dedans, en fait, il est complètement exploité. Limite, c'est un des trucs qui fait le plus Rani, en fait. On va reparler de la Rani un petit peu après, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Mais je retiens que ça, d'enfermer quelqu'un juste pour s'en servir d'expérience, tout ça, c'est limite, je pense, ce qui fait le plus Rani dans l'épisode. Bref. Donc Conrad, le voici enfermé avec Desiderium, donc le dieu des souhaits, symbolisé par ce petit bébé. J'aime beaucoup ce concept-là. Ça, je trouve ça vraiment cool, parce qu'on a un dieu très opposé aux autres dieux du Panthéon qu'on a pu avoir avant, et on reprend quand même ce concept de dieu du Panthéon qui s'étale depuis les 60 ans. C'est logique, mais intéressant quand même d'avoir le Panthéon dans ce final. J'attends aussi de voir ce que ça va donner dans la deuxième partie du final, parce que pour l'instant, Desiderium, tout ce qu'on en connaît, c'est voilà, il réalise les souhaits. Est-ce que ça va aller plus loin que ça ? Est-ce que c'est juste un outil ? Ou est-ce que il va avoir une grande importance dans la résolution de toute cette histoire ? J'imagine bien que le docteur, ou Belinda, ou Ruby, ou qu'importe, va aller faire un vœu grâce à Desiderium, j'imagine. Et donc, voilà, on a notre troisième membre de la Unholy Trinity, un terme dont ils nous ont rabâché pendant la com et qui n'est même pas dans l'épisode. Et c'est le plus puissant dieu du Panthéon pour changer. Voilà, ça c'est les trucs habituels de toujours en faire plus. C'est les travers de RTD, ça. C'est toujours le plus puissant, le plus... Chaque dieu du Panthéon a sa puissance à lui, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, justement, parce que chacun va vraiment aller apporter son sel à la frontière de l'univers. Non, mais chacun va vraiment venir apporter sa patte personnelle, et c'est ça qui est cool. Il n'y a pas besoin à chaque fois de dire « il est encore plus puissant, Lux, il est encore plus puissant, et puis Desiderium, il est encore plus puissant. » C'est bon, ils sont puissants tous, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est pas le plus puissant, parce qu'il peut réaliser des vœux, mais a priori, à pas à grande échelle, tu vois, c'est vraiment des petits vœux qu'il peut faire. Soutek qui détruit toute la vie, finalement, c'était plus gros, quoi. Bah ouais, du coup, oui. Maintenant, on va parler de la Rani, qui est pour moi le point noir de cet épisode. J'aime beaucoup la Rani. On a revu les épisodes avec la Rani juste avant, et c'était pas compliqué, ce que j'attendais de la Rani. J'attendais une scientifique, et assez blasée et assez loin de l'écriture qu'on pouvait avoir du maître. Parce que, quand on regarde les classiques, le premier épisode de la Rani, c'est un épisode avec la Rani face au maître, et c'est pas du tout le même personnage. Et pour moi, c'était important, et c'était vraiment ma peur. J'avais vraiment peur que ça tombe dans cet écueil. Et ça n'a pas loupé. La Rani, elle est écrite comme le maître, en moins exubérant. Le côté scientifique, quand est-ce qu'on le retrouve ? On le retrouve quand elle dit qu'il y a toute l'énergie qui s'est formée autour de la Terre, et on le retrouve avec Conrad qu'elle enferme dans une cellule pour en fait s'en servir de catalyseur, quoi, pour son expérience. C'est tout. Et en plus, Conrad, c'est même pas exploité avec des mots scientifiques et tout ça. Ce qui est quand même le propre de la Rani. Elle fait des expériences tout le temps. On la voit tout le temps avec des fioles. On la voit tout le temps avec... des éprouvettes. Des éprouvettes. Des trucs scientifiques, quoi. Et des Erlenmeyer. Des Erlenmeyer. Je vous jure que son plan, on le donne au maître. C'est la même chose dans la manière dont il s'imbrique. Parce que pour moi, la Rani, tout son principe, c'est, voilà, elle se moque de la vie des autres, ils sont juste là pour satisfaire son expérience, qu'on retrouve plus ou moins, parce que voilà, elle a créé cette terre-là, et elle s'en fout complètement qu'ils meurent tous. Ça, pourquoi pas, en effet, c'est plutôt Rani. On n'a jamais vraiment le fond scientifique derrière, pourquoi elle veut faire ça ? Elle parle uniquement d'une espèce de truc qui est plus ancien que la magie. C'est pas la Rani de dire ça, c'est un truc du maître. En plus, je trouve que ce qui colle pas trop à la Rani aussi, c'est ce côté un peu vouloir faire le show devant le docteur, voilà, montrer, t'as vu ce que j'ai fait ? Après, ça va pas trop, parce que d'un autre côté, c'est pour réveiller les soupçons du docteur, parce que c'est comme le docteur va y croire, c'est ça qui va mais dans ce cas-là, pourquoi en fait. Imiter... Enfin, parce que là, excuse-moi, dans le tempérament, c'est Missy, à ce moment-là, la scène où il danse, et au niveau de la danse, même au niveau de la mise en scène, c'est complètement pompé sur Power of the Doctor et Rasputin, quoi. Donc c'est une espèce de mix entre cette scène avec le maître Dawan et un mix de Missy qui va aller dire oui, nous étions amants auparavant, peut-être, que sais-je. Alors que ça, c'est juste pour faire de la fanfic derrière. C'est pas la Rani. La Rani, elle en a rien à foutre. C'est ça le principe de la Rani, elle s'en moque. La Rani, elle fait son expérience et le docteur est juste là pour l'embêter. Donc si le docteur a vraiment un sens dans son expérience, là justement c'est justifié, c'est genre oui, j'ai besoin de toi parce que il me faut plus de puissance
au niveau des doutes, et donc toi, comme t'es un seigneur du temps, bon voilà, ça c'est quand même justifié, et ça, je suis ok avec ça. Pourquoi est-ce qu'elle a absolument besoin que le docteur... Enfin, elle peut semer le doute, elle a pas besoin à tout prix que le docteur se rappelle qu'il est le docteur, parce que c'est contre-productif pour elle. Mais ça nous amène à une scène qui, pour le coup, est très Rani, de le mettre sur le balcon, de faire sauter le balcon, et puis, allez, vas-y, tu dégages. Ça, c'est très Rani. Mais du coup, voilà, je suis mitigée, parce qu'il y a des trucs qui font très Rani, et de l'autre côté, j'ai juste l'impression qu'en fait, on a juste fait le maître, mais qui fait quelques expériences, mais on n'appuie pas vraiment le côté scientifique. Enfin, je suis déçue. Limite, en fait, j'ai trouvé que le caractère de Madame Flood dans cet épisode était plus proche de l'idée que j'ai de la Rani que celui de Archie Panjabi. Mais dans ce cas-là, j'ai un autre souci, c'est que Madame Flood, elle est quasi absente de l'épisode, elle a très peu de scènes, et elles n'ont qu'une scène, en fait, où elles interagissent ensemble, et en plus, c'est une scène que la com avait dévoilée. J'avais envie de voir cette alchimie entre les deux Rani, enfin, on me vend un épisode double Rani, et en fait, elles ont quasiment aucune interaction, c'est quand même super dommage, quoi. Moi, je suis persuadé que la scène de la bigénération a été rajoutée. Oui, parce que y a le reveal de la Rani face au docteur, je sais pas, parce que ça fait tellement pas vrai reveal, en fait. Genre juste pour réveiller les trucs du docteur, mais du coup, tu vois, je trouve que ça marche pas, parce que un reveal, c'est censé être un truc de surprise, là, ça l'est pas du tout, ça arrive assez tard dans l'épisode, mais je sais pas, je pense que ça a quand même été pensé comme ça. Hein. De la façon dont ça a été fait, il y a quand même un truc très bizarre, c'est que dans l'épisode précédent, elle dit « Moi, je suis la Rani, ça c'est une Rani ». Tu retrouves plus du tout ça dans l'épisode. Et au moment où t'as le reveal, le docteur comprend même pas. C'est à toi c'est pour toi qu'elle le dit à ce moment-là, tu vois. Oui, parce que le et docteur, elle dit, je suis la Rani, elle le dit pas avant. Elle dit, je suis la Rani, et moi aussi je suis la Rani, nous sommes la Rani, tu vois, en gros. Et c'est ça, normalement, on s'est bigénéré. Et je pense qu'en fait, il a voulu rajouter la bigénération pour attirer les gens ou pour je ne sais quoi. Et je pense qu'en fait, la scène de la bigénération était censée ne pas être... n'était pas censé être là, en fait. Moi, je suis pas persuadée. Mais je pense que c'est juste que, comme en fait, le reveal est pourri, en fait. C'est censé réveiller les souvenirs du docteur, mais ça le fait pas tellement plus réagir sur le moment. Enfin, il est déjà en train de commencer à reprendre ses esprits, mais voilà. Je sais pas, c'est trop bizarre. Vraiment, toute cette partie-là, entre la danse, le reveal des Rani, j'ai vraiment pas aimé cette partie-là. J'ai trouvé que il y avait aucune saveur. Que déjà on sait déjà la surprise, que j'ai pas retrouvé le personnage, donc pour moi cette scène m'en fout complètement quoi. Ah, j'y pense aussi, tous les trucs de 4e mur et tout ça, je commence vraiment à avoir peur qu'on n'ait pas de résolution là-dessus, alors que ça serait quand même un peu important, parce que là ils sont juste en train de nous faire une Suzanne triade où ils nous ont mis un très gros mystère tout au long de la saison et que ça se finit en autre boudin. Là ça serait carrément juste, on met ça sous le tapis quoi. Quoique, il y a eu un moment où je me suis demandé si la Rani d'Archie Panjabi nous parlait à nous. Un truc genre, oui, ce n'est qu'une introduction... Non, ce n'est pas qu'une introduction, alors que, si, meuf, c'est une introduction. À un moment, c'est juste l'introduction de la partie suivante, c'est littéralement ça. Le seul reveal qu'il y a vraiment, c'est la toute fin, c'est le fait que je vais faire surgir Omega. C'est tout. Donc si, c'est une introduction. Mais du coup, je sais pas si c'est un brisage de 4e mur, si ça nous est dessiné. Je pense que si, je pense que c'est quand même une petite remarque, mais est-ce que c'est... une petite pique venant du scénariste, ou est-ce que c'est vraiment le personnage qui fait volontairement une pique au spectateur? J'y crois de moins en moins, parce que j'ai l'impression que, à part ça, dans l'épisode, c'est complètement passé sous le tapis, cette histoire de 4e. Donc... Il reste un épisode, quand même. Ouais, il reste un épisode, heureusement. Ils ont quand même laissé plein de trucs en suspens, quoi. Déjà, est-ce qu'on va voir vraiment Omega, ou est-ce que ça va juste être une idée? Est-ce que... qu'est-ce qui va se passer après l'effondrement, en fait, on sait pas du tout. Le 4e mur, ça serait quand même important de le savoir. Suzanne... Il y a quand même pas mal de trucs qui restent, quoi, donc heureusement qu'il y a encore un épisode. Non, mais moi, je suis assez confiant pour le prochain épisode. Ah, moi, je suis pas du tout confiante pour le prochain épisode. Je sais qu'on n'est pas du tout d'accord là-dessus, moi, j'ai zéro confiance. Parce qu'on sait rien du prochain épisode. Donc, du coup, oui, qu'est-ce on qui va se savait passer rien de celui-là non plus. 2 jours après, ils ont spoilé l'intégralité de l'intrigue, parce qu'on savait tout. Disons que on a eu les leaks, en plus. Les leaks n'ont pas aidé, parce que du coup, on savait qu'il y avait Omega. Enfin, on avait des très gros doutes, en tout cas. Mais le seul truc que j'ignorais de l'ensemble de l'épisode, c'est le retour de Rogue. Je vais juste dire, vite fait, les leaks qu'on connaissait sur cet épisode. La Rani s'est bigénérée. Dans la première scène, il y a la deuxième Rani qui est à cheval. Et son but, c'est d'essayer de faire revenir Omega. C'était les leaks qu'on savait sur l'épisode. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça, c'était le cadre. Tout le reste, je l'ignorais. Jusqu'à lundi, quand la BBC s'est mis à poster plein de trucs, à poster un extrait, le seul extrait des 2 Rani qui sont en train de discuter sur le balcon, de commencer à poster des phrases du style « Tables don't do that » avec des photos avec le docteur qui regarde et où tu sais très bien que du coup, c'est grâce
à cette table et à ces tasses qu'il va comprendre le problème. On savait que c'était une fantaisie de Conrad, que c'était lui qui imaginait tout. On avait déjà le bouquin, donc on savait très bien que c'était lui qui était en train de raconter une histoire du docteur à un point précis. On était au courant pour l'Underverse, alors que c'est littéralement la conclusion, quand même, de dire qu'il y a un Underverse et qu'il y a Omega caché dedans. On avait déjà le terme qui a été donné, vu qu'ils ont donné le résumé du prochain épisode et que c'était dedans. On savait que tous les gens de Unit étaient de retour. On savait que Shirley et Ruby, elles étaient pas... elles savaient qu'il y avait un truc louche et étaient en train d'essayer d'enquêter là-dessus. On savait que le docteur et Belinda étaient mariés et avaient pour enfant Poppy, ce qui est quand même trop bizarre. On savait tout. Littéralement tout. Ça rend ouf, en fait. Ils avaient spoilé l'intégralité de l'épisode, sauf Omega. Qu'on ne voit pas dans cet épisode. Qu'on ne voit pas dans cet épisode, qui est uniquement du teasing pour l'épisode suivant. Ça rend dingue. Ça rend dingue parce que là, on parle vraiment de la com officielle. J'ai l'impression que les gens qui n'avaient pas les leaks sont super contents de la révélation d'Omega. Moi, forcément, ça m'a rien fait parce que je le savais et qu'en plus on le voit pas. Si on l'avait vu, j'aurais peut-être réagi différemment. Mais là, juste de dire le nom Omega, j'ai oui, c'est Omega dans l'Underverse, ok, ça va. Mais après, ça, c'est des leaks. Ça, je sais que c'est du leak. Ça, je sais que c'est mon problème d'avoir lu les leaks, même si j'avais pas envie de les lire. Donc à un moment, c'est quand même relou qu'il y ait autant de leaks qui sont sortis parce que c'est quand même pas possible. Cette saison, il y avait des leaks sur quasiment tous les épisodes. Il y a un souci quand même. J'espère que... Enfin, c'est le même gars qui a tout leaké. Donc j'espère quand même qu'ils vont attraper ce gars, parce qu'il a gâché la surprise à plein de gens. Mais même au-delà de ça, en fait, il y a vraiment eu que Rogue, où j'ai fait « Wow, il y a Rogue !» Ça, j'étais trop contente. Ça, c'était trop cool de revoir Rogue. J'étais super heureuse, parce que en plus, moi, j'étais persuadée que si jamais on voyait Rogue, ce serait sûrement en saison 3, donc de le voir comme ça dans cette télé, en plus, ça m'intrigue. Parce que quand est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette télé? Est-ce qu'on va encore en savoir un peu plus là-dessus dans l'épisode suivant? Je sais pas. J'ai le feeling que non. Mais j'ai hâte de voir ça. Ça, c'est intriguant. Je suis sortie vraiment blasée de l'épisode, quoi. Je disais, ok. Et avant, je sais très bien qu'il y a certains qui prennent déjà leur clavier pour écrire leurs petits commentaires. Oui, vous avez qu'à pas lire, Vous avez qu'à pas faire ça. Oui, enfin bon, en tant que chaîne sur Doctor Who, c'est compliqué de passer au moins à côté de la com de la BBC, quoi. C'est ça. Alors déjà, si on pouvait arrêter de nous envoyer les leaks, ça serait déjà bien, parce qu'en plus, en étant une chaîne, en fait, les leaks, on nous les envoie. Même si on n'a pas envie de les lire, nos abonnés nous envoient les leaks. C'est cool, hein, c'est super. Mais alors, si en plus, la BBC, à côté, se met à spoiler l'intégralité de l'épisode, sauf la révélation finale, on n'a pas le cul sorti des ronces, parce que ça, on est obligés, nous, de la suivre, en fait. Donc c'est super pour vous si vous êtes rien spoilé, mais c'est pas la peine de mettre un commentaire dans ce sens. Oui, je sais, moi aussi, j'aimerais voir la saison sans avoir la com. Voilà. On peut aussi arrêter de faire des vidéos, hein. Et juste profiter de Doctor Who normalement. Non, désolé, on s'énerve un peu sur vous. Hein. Mais c'est juste qu'on a les commentaires à chaque fois qu'on se plaint de la com. La com, elle est désastreuse. Là, ils ont vraiment chié dans la colle. Ils ont tout dévoilé. Pour le moment, l'épisode prochain, on sait rien. Et apparemment, j'ai pas encore vu l'extrait qui est passé dans le Unleashed. Apparemment, il dévoile pas grand-chose. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, qu'en fait ils vont pas dévoiler grand-chose, parce que c'est frustrant en fait de se rendre compte que y a un épisode où on est en grande partie laissé sur le côté, juste parce que on a vu les photos que le compte officiel a postées. C'est énervant. C'est de la même manière que plein de gens avaient été super frustrés à la fin de la saison 10 parce que la BBC avait mis dans le trailer le fait qu'il y avait le maître de John Sim qui revenait, quoi. Enfin, c'est le même niveau en fait. Et même dans le trailer, genre le fait que le monde s'effondre, on le savait du premier trailer de la saison. C'est pas du tout une surprise en fait, on le savait. Mais après c'est le truc de entrevendre les épisodes et ne rien dire pour laisser des surprises. Je pense qu'ils préfèrent vendre les épisodes pour attirer les gens. Autant les trailers, je suis d'accord qu'ils passent à la télé, tout ça, ça vise d'autres gens. Mais les photos sur le compte officiel, c'est les fans que ça vise. Donc aller tout donner aux fans, est-ce que c'est vraiment une solution? Bref. Et en vrai, du coup, ça me rend un peu aigrie. J'ai un peu l'impression d'être la Rani comme elle est censée l'être, d'être juste aigrie de tout. Fais une expérience scientifique. Vas-y, donne-moi un petit Erlen Meyer, là. Ah tiens, et la fin. Omega. J'aimerais avoir votre avis sur le reveal d'Omega. Si vous ne vous étiez pas fait leaker, le reveal d'Omega, est-ce que vous avez aimé ou pas? Et est-ce que vous connaissiez déjà le personnage ou pas? Parce que j'ai vraiment l'impression que pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ce personnage... Après, elle dit que c'est le premier des Time Lords, quand même. En fait, le truc, c'est que vu qu'on entend juste un peu le bruit de sa voix, qu'on le voit pas du tout, est-ce que ça marche vraiment comme teasing, tu vois? Je sais pas, dites-moi. Parce que, comme ça, de prime abord, je me dis, les gens ont tellement critiqué le retour de Sutekh parce que c'était faire revenir... Et puis même le retour de la Rani la semaine dernière, genre, mais pour les gens qui ont pas vu les classiques, moi j'étais complètement paumée et tout ça. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce teasing du retour d'Omega. Est-ce que ça vous donne envie de voir l'épisode suivant? Et donc, quand on arrive sur un point qui, en fait, cristallise aussi pas mal de mes soucis avec l'épisode, c'est que
à quel moment on a la frontière entre de la référence et du fanservice. Parce qu'en fait, là, on a quand même cumulé dans la saison le retour de Fugitive, le retour de Suzanne, le retour de Larani, le retour d'Omega. Quand ça fait beaucoup, non le retour de Mel. C'est vrai, en fait, quand Unit, c'est pas loin, en fait. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir un épisode qui n'était là que pour me servir du fanservice, ce qui m'embête, parce que ce sont que des personnages que je suis ravie de revoir. J'adore Larani, j'adore Omega. Voilà, comme ça, c'est mis. Mais à quel coût ? Est-ce que juste aller les drop quelque part, c'est vraiment leur rendre service ? Alors après, je vais voir, si ça se trouve, le dernier épisode va me donner tort là-dessus, mais là, en fait, j'avais juste l'impression, pour l'instant, que c'est vraiment juste les fans veulent le retour de Suzanne, le retour de Suzanne, le retour de Larani, le retour d'Omega. On a dit dans notre vidéo où on parle de nos attentes pour le final, de toute façon, il y a 4 noms qui reviennent tout le temps, c'est Suzanne, Larani, Omega, Rassilon. On l'a dit dans notre dernière vidéo. Et donc là, en gros, c'est un peu genre, on vient cocher le bingo de ce que les fans réclament tout le temps. En fait, je sais pas si c'est juste du fanservice ou si c'est juste Russell T. Davies, le fan, qui écrit sa petite fanfic pour mettre sur AO3, et encore, c'est même pas forcément de la très bonne fanfic, où il va juste aller venir drop les éléments comme ça. Je sais pas, je pense qu'il faut faire attention à cette frontière parce que on peut très vite passer dans l'excès, et je trouve que là, on commence à sérieusement flancher vers l'excès. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est ramener des personnages, d'accord, mais les ramener pour les bonnes raisons. Je veux dire, par exemple, la Rani, si tu ramènes la Rani, mais qu'elle a pas son caractère de Rani, c'est pas ça que les fans veulent. Les fans veulent la Rani pour la Rani, tu vois. Enfin, ils veulent pas juste un personnage qui s'appelle la Rani. Parce que forcément, les nouvelles actrices, elles peuvent pas avoir le même tempérament que la Rani originale, c'est normal, parce que le maître a pas toujours le même tempérament, le docteur a pas toujours le même tempérament. Mais il y a des trucs qui font quand même la base du personnage dans sa manière d'être. À chaque fois, le maître est d'une certaine façon, le docteur est d'une certaine façon, il faut que la Rani soit aussi d'une certaine façon, et pas qu'elle aille piocher dans les caractères des autres. Enfin, je sais pas si je suis super claire, mais en fait, si on se retrouve avec 2 personnages qui veulent juste la fin de l'univers pour leur propre fin, et puis emmerder le docteur au passage, c'est pas super intéressant. Parce qu'on se retrouve juste avec le même personnage, donc ok, elle a quand même certaines caractéristiques qui font que c'est la Rani, mais en fait, le gros problème, c'est que c'est en 2 parties, et donc c'est compliqué d'être complètement affirmatif, alors que peut-être que dans le prochain épisode, je vais adorer la relation entre les 2 Rani, et que ce côté scientifique, il sera beaucoup plus présent, et qu'elle sera beaucoup plus blasée, c'est possible. Donc en fait, c'est compliqué, mais de prime abord, je pars pas super confiante, quoi. Mais moi, ça me fait peur pour Omega aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'Omega, tu vois. Ouais. Moi, c'est par rapport à Soutech. Ouais, par rapport à Soutech, voilà. C'est la vision de Soutech. Je me dis, s'il nous fait la même chose sur Omega, je vais être dégoûtée, parce que j'adore Omega. S'il nous en fait un gros monstre d'antimatière, enfin, c'est pas ça, Omega, tu vois. Tu me fais peur. J'ai pas envie. C'est juste un seigneur du temps qui vit dans un univers d'antimatière. Bah tiens, on n'a même pas expliqué qui c'est Omega. C'est un des premiers seigneurs du temps qui a créé la société Time Lord avec Rassilon et donc du coup Tecteun. Toute logique maintenant. Et puis probablement d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore. Mais donc Omega, voilà, c'est un des Time Lords originels et qui en fait est tombé dans un trou noir et qui maintenant est fait d'antimatière et ne peut plus exister dans notre monde. Voilà, c'est le principe du personnage. Et il est là, dans le décor. Avec la Rani, Suzanne, Soutech et Rassilon. Mais du coup, j'espère vraiment que le final va rattraper pas mal de choses. Parce que pour le moment, en fait, mes attentes pour le final, elles sont vachement basses. Et le pire, c'est là, je suis en train de défoncer l'épisode, alors qu'en fait, j'ai passé un plutôt bon moment devant. En fait, j'avais repéré pas mal de trucs qui me dérangeaient, mais quand je le regardais, j'étais, ouais, bon, ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Et dès que l'épisode s'est fini, je commençais à me dire, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et du coup, je pense que, pour me faire vraiment mon avis définitif, faut que j'attende la deuxième partie, en fait. Ah si, il y a un truc que j'attends beaucoup dans le final. Ça, j'en ai pas encore parlé. C'est Poppy, c'est super intriguant. Je trouve ce qui se passe autour de Poppy. C'est vraiment le truc qui m'intrigue le plus, en fait, dans cet épisode. Je me demande comment ça va se résoudre, cette histoire de Poppy. Surtout qu'il y a cette espèce de phrase cryptique du docteur qui veut pas dire grand-chose, genre... oui, Poppy, elle était vivante, tu sais ce que ça veut dire ? Bah non. Non, parce que tout le monde était vivant. Enfin, genre Mel, tout ça, ils existent aussi, tu vois. Enfin... Ouais, mais Poppy, elle était pas censée être sur Terre. Et enfin, tu vois... Je sais pas, c'est intéressant, je trouve ça m'intrigue beaucoup. Mais en vrai, quand t'as fini, toi t'étais là, tu veux dire, oh ça va être nul la semaine prochaine et tout. Alors que moi j'étais là, mais on sait rien de la semaine prochaine en fait. Et vu que cet épisode-là était pas terrible dans le sens où il se passait pas grand-chose en vrai, je me dis, la semaine prochaine il y a plein de choses qui vont devoir se résoudre. Et, ouais. Bah moi ça me fait peur justement, il y a trop de trucs qui vont devoir se résoudre, donc on va pas avoir des réponses pour tout. Bah de toute façon, on s'attend pas à avoir des réponses pour tout. Ouais, enfin... quand même beaucoup de choses où on n'a pas de réponse. Moi, vraiment, il y a des trucs où ça m'embêterait beaucoup que genre le 4e mur se soit passé sous le tapis. Donc bon, on verra.
Bref, c'était un épisode qui démarrait excellemment bien et qui s'est un peu vautré dans le fanservice pour finir par manquer un peu d'audace en donnant juste aux fans ce dont ils avaient envie. Ils en avaient dévoilé beaucoup trop en amont, alors j'espère que ce sera pas le cas pour la semaine prochaine. Mais du coup, à voir si ça s'améliore pour The Reality War. Je pars pas super confiante, mais Julien si, alors on va essayer d'être dans le même état d'esprit. Je savais que tu serviras à rien. Et vous, qu'avez-vous pensé de Wishworld? Dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine en direct de Londres pour parler de The Reality War. Zoubi les Arbis et à la semaine prochaine.